L'époque que nous traversons n'a jamais été aussi propice à la négociation. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un petit peu du contexte actuel et beaucoup de négociations parce que les optimistes, les ambitieux sont dans une période bénie de leur vie où ils vont pouvoir faire de sacrées opérations immobilières. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire un petit rappel sur le calcul du rendement brut. Le rendement brut, c'est tout simplement la somme de tous les loyers hors charges annuels que vous allez percevoir divisé par le coût de revient. Le coût de revient, c'est le montant des travaux, c'est le montant du mobilier, c'est le montant de l'acquisition avec ou sans les frais de notaire, c'est le montant des coûts de crédit et de tous les petits frais annexes que vous avez dépensés pour pouvoir percevoir votre premier euro de loyer. 95% de ce qui se trouve au dénominateur, donc sous la barre de fraction, est représenté par le coût d'acquisition. C'est donc sur ce coût d'acquisition, sur cette négociation d'achat, que vous avez le plus grand levier d'action. Il y a un vieil adage dans le monde du commerce qui dit « c'est à l'achat que l'on gagne son opération ». Et la période actuelle que nous traversons, ce contexte de crise, ce contexte d'incertitude, permet de mettre en relief les personnes qui sont pressées de vendre et qui sont donc enclines à faire une belle négociation. Prenons le cas malheureux d'un commerçant qui doit mettre la clé sous la porte du fait du confinement et des fermetures à répétition. Il avait apporté sa résidence principale en garantie auprès d'une banque pour souscrire un crédit pour permettre à son commerce de naître et de vivre. Malheureusement, le tribunal de commerce a jugé qu'il était bon de liquider ce commerce-là. Notre commerçant doit donc se séparer rapidement de sa résidence principale pour rembourser son créancier qui est dans cet exemple-là, une banque. Il va donc être pressé de vendre sa résidence principale et vous le savez aussi bien que moi, on ne vend jamais bien une voiture, une maison lorsque l'on est pressé. Pour prendre un autre exemple, il y a également les personnes qui vont perdre leur emploi. Moi-même, j'ai perdu mon emploi et d'autres personnes dans l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque ont perdu leur emploi. Et la majorité d'entre eux ont été contraints de vendre leur résidence principale pour acheter une résidence principale moins chère avec un montant de crédit mensuel plus acceptable pour un couple qui a moins de revenus qu'avant. Donc, ce sont des personnes qui vont devoir également revendre rapidement et on va se retrouver dans un système où il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, plus d'offres que de demandes. On va donc être dans un marché propice aux acheteurs et non aux vendeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que la crise sanitaire que nous vivons et les confinements à répétition ont mis à dure épreuve de très nombreux couples qui se mettent à divorcer. Le taux de divorce a littéralement explosé depuis le mois de mars dernier en France, ce qui se conclut par de très nombreuses ventes parce qu'un couple qui divorce, ça fait deux personnes qui vont aller prendre une location pendant quelques années avant de se remettre en couple ou avant de racheter pour elle-même une autre résidence principale. Et il y a également un autre phénomène peut-être un peu moins compréhensible qui est que certaines personnes ont peur de l'avenir et donc préfèrent vendre leur bien immobilier pendant qu'il vaut encore quelque chose et donc ils sont un peu pris de panique. C'est le cerveau émotionnel qui contrôle et qui fait absolument n'importe quoi. Donc les gens vont accepter des offres de prix très agressives. Donc n'oubliez pas que si vous voulez quelque part acheter bien un bon produit immobilier, vous êtes quelque part dans une fenêtre temporelle qui est adéquate pour vous. Et pour cela, je vais vous expliquer ce que moi je fais. Premièrement, je me rends dans les agences immobilières qui sont situées dans la localité qui m'intéresse, là où je souhaite investir. Et je me présente et je dis voilà, moi, si vous avez un bien immobilier que vous avez sur les bras depuis des mois, des années et que vous n'arrivez pas à le vendre, il m'intéresse, je veux le voir parce que je sais que je pourrais proposer un prix agressif parce que le vendeur en a marre d'avoir ce produit-là qui est dans votre vitrine à la vente depuis si longtemps. Il sera donc possiblement intéressé par ma proposition d'achat au prix que moi je voudrais. Deuxièmement, lorsque je vais sur les sites d'annonces en ligne, que ce soit seloger.com ou leboncoin.fr, je sélectionne tout d'abord les plus vieilles annonces, toujours par type de bien et par localité, parce que les plus vieilles annonces ont beaucoup plus de chances d'être négociables que les annonces qui viennent d'arriver sur le marché. Il y a toujours un effet d'annonce, c'est-à-dire que lorsque vous allez mettre votre appartement à vendre 200 000 €, c'est une annonce toute neuve, il y a 3-4 personnes qui vont appeler, qui vont vouloir venir le voir, et puis une fois que l'annonce a 2 semaines, 3 semaines, elle est déjà beaucoup moins sexy, et le vendeur va vivre un petit peu cette désillusion qui fait que personne ne va vouloir de son bien. C'est la raison pour laquelle je vais tout d'abord sélectionner les vieux biens parce que si la personne est pressée et qu'elle n'a pas eu la présence d'esprit de baisser régulièrement son prix pour justement faire en sorte que le prix soit cohérent avec la demande du marché, il acceptera peut-être une proposition agressive. Dites-vous bien une chose, c'est que
Un bien immobilier qui ne se vend pas, c'est qu'il n'est pas au bon prix, tout simplement. Donc si un bien immobilier est à la vente depuis 3, 4, 5, 6 mois, c'est tout simplement qu'il ne les vaut pas. Il y a également un autre phénomène que j'ai baptisé le phénomène du château. C'est que tout le monde vend son château. Il y a une personne par exemple, elle a un appartement qui, selon meilleursagents.com, selon des agents immobiliers, selon son notaire, vaut 150 000 €, mais lui, il est sûr et certain qu'il vaut bien plus parce qu'il est mieux placé dans l'immeuble que les autres, parce qu'il a peut-être une meilleure place de parking, parce qu'il a peut-être une plus belle vue, alors que tout le monde a pris en compte ces critères-là, mais quand même, il vaut 150 000 € et pas 250 000 ou 200 000 €. Donc ces personnes-là disent non, finalement, l'agent immobilier ne va jamais en vendre le prix que moi j'en veux, donc je vais le mettre moi-même à la vente, il va être mis à 200 000 €. Peut-être que des personnes vont visiter, mais ce qui va se passer, c'est que personne ne va se positionner, personne ne va oser faire d'offre de prix parce que le bien est beaucoup trop cher. Donc cette personne-là va le vendre 3, 4, 5, 6 mois, sauf qu'elle est très pressée, car elle a peut-être eu ce bien-là, notamment dans le cadre d'une succession, et entre le décès du défunt et le paiement des droits de succession, il y a un délai de 6 mois impératif qu'il faut respecter. Donc si le vendeur ne vend pas son appartement dans ce délai-là, eh bien il aura des indemnités de retard à payer au fisc français. Il va donc se retrouver dans la catégorie des vendeurs pressés. En plus, c'est un bien qui est vide, qui coûte de la taxe foncière, qui coûte des charges de copropriété, qui coûte de l'entretien. Bref, il se dévalorise avec le temps et le vendeur a tout intérêt à vite s'en débarrasser. De plus, il en a hérité, il n'a donc pas de crédit, il n'a donc rien payé pour obtenir ce bien-là, il peut donc s'en séparer encore plus facilement. Également, et si vous me connaissez, vous savez que j'adore faire ça, lorsque je vais sur le Bon Coin et que je vois des annonces de biens immobiliers qui sont vieillots, qui n'ont pas eu un coup de pinceau depuis 30 ou 40 ans, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a 9 chances sur 10 que ce bien-là est vendu dans le cadre d'une succession. Il va donc se retrouver, comme je viens de vous le dire, dans les mains d'un vendeur qui n'a pas de crédit, qui n'a jamais rien payé pour obtenir ce bien-là et quelque part, que vous lui donniez 100 000 ou 300 000 €, c'est du cash en plus. Donc, il n'est pas lié sentimentalement à ce bien-là et il pourra accepter une offre bien plus agressive que si il l'avait payé de sa poche ou si il avait encore un crédit pour le payer. Et maintenant, une petite astuce qui peut, je pense, beaucoup vous plaire. Lorsque je visite un bien immobilier que je veux acquérir, je fais le soir même un mail à l'agent immobilier ou au vendeur directement dans lequel j'explique que j'ai parlé avec ma conjointe du bien immobilier visité, je lui montre des photos et je lui explique en fait mon cheminement qui justifie le prix que je vais lui proposer. J'utilise le calculateur des investisseurs intelligents que je vous mets ici si vous n'en avez toujours pas possession. Et dans ce calculateur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais imaginer, je vais prendre en compte la plus mauvaise fiscalité et je vais dire à cette personne, regardez, moi je veux acheter cet appartement-là, il faut 30 000 € pour le rénover et une fois qu'il aura été rénové, on pourra mettre un locataire à l'intérieur qui va payer 850 000 € de loyer par mois. Bref, les montants ne sont pas très importants et je vais dire, regardez, si j'exploite en microfoncier avec l'abattement de 30%, eh bien, je perds 3 000 € par an. Et si je veux être juste à zéro, donc à l'autofinancement parfait, ce bien-là, il ne faut pas que je l'achète 200 000, il faut que je l'achète 140 000. Alors que c'est complètement faux parce que si je le mettais en LMNP ou en SCIS, il serait très rentable, peut-être même au prix de 200 000 €. Et en réalité, comment je fais? Pendant le rendez-vous, je vais poser des questions à l'agent immobilier pour connaître un petit peu son niveau en termes de fiscalité. Je veux simplement savoir s'il s'y connaît, s'il va tomber dans le piège que je vais lui tendre le soir même parce que je vais lui dire voilà, ce bien-là, en microfoncier, il va me coûter tant par an, 3 000 € par an. Donc à 200 000 €, je perds de l'argent. Si je veux juste être à l'autofinancement, il faut que je l'achète 130 000, 140 000 €. Et comme c'est un bien purement d'investissement, seul un investisseur comme moi qui connaît les chiffres pourra se positionner là. Vous devez donc bien comprendre, monsieur l'agent immobilier, que même si meilleursagents.com dit qu'il vaut 200 000, personne ne vous en proposera 200 000 parce que aux yeux d'un investisseur, il n'en vaut que 140. De cette manière, j'explique. L'agent immobilier propose mon prix à son client et le client accepte ou non. Mais il faut toujours, et là c'est mon dernier conseil, il faut toujours garder l'agent et ou le vendeur dans la course et ne pas le vexer. Vous devez donc expliquer tous les prix et tout votre cheminement pour qu'il puisse voir une logique mathématicienne quelque part afin qu'il accepte l'offre que vous allez lui proposer. Chers amis, je serais curieux de connaître vos méthodes que vous pouvez écrire en commentaire sous cette vidéo. Vous savez que je lis et que je réponds à toutes les questions que vous posez en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!